au-dessous de 2,8% de matière organique, et bon, c'est un peu comme quand tu achètes un truc 9,90 €, hein. Je dis 2,8 pour pas dire 3, mais souvent c'est autour de 3% de matière organique qu'on commence à avoir des effets intéressants à la fois sur le volet physique, la structure de sol, et sur le volet biologique. Et donc c'est intéressant de voir que quand même, sans doute que pour les générations antérieures, il avait fallu 30 ans pour passer de 3 à 1,8, 1,7, et toi il t'a fallu finalement 15 ans pour pouvoir passer de 1,8 à quasiment 3. Ce qui est intéressant. Le mot, il est maintenant très à la mode, la résilience des sols. Quand on est sur des années très sèches à la moisson, que tu peux comparer avec ton voisin, tu te rends compte que quand arrive ce qu'on appelle de l'échaudage physiologique, hein, c'est-à-dire qu'il commence à faire chaud au mois de juin, on a des céréales qui, quand elles sont bien implantées, tiennent plus longtemps le choc que des céréales qui sont avec des racines en superficie et où le coup de chaud, en fait, les touche beaucoup plus vite, quoi. Parce qu'en fait, les gens pensent que l'agronomie est une prise de risque. Moi, j'en ai marre de ce discours qui vise à dire faire de l'agroécologie, c'est cher, faire de l'agroécologie, c'est risqué. Enfin, il n'y a que les non-praticiens qui parlent comme ça. Mais en fait, quand on est praticien, aujourd'hui, l'agroécologie dérisque. Parce qu'un sol qui marche bien est un allié, un sol qui marche mal est un problème. Demain, dans une industrie de la colle, tu veux faire un changement de process. Tu dis cette semaine, on change de process, on va changer tel dosage, on va même carrément peut-être modifier carrément un truc. Bon, cette semaine, on teste ça, ou ce mois-ci, on change. En agriculture, on a 40 ans. 40 essais. 40 essais. Non, on a 40 essais. C'est pire que ça. Parce que si on commence à en raisonner en rotation, ce que je disais tout à l'heure, la rotation, c'est quoi? C'est donc la betterave, le blé derrière on met un lin. Si on raisonne en rotation, si je fais une rotation de 6 cultures, j'ai 7 essais dans ma carrière. Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission. Donc cette émission, vous le savez, elle est faite pour informer sur les thématiques de l'écologie en tant que science et technique. Parce que l'écologie, ce n'est pas de la politique, c'est une science et une technique au service de la société. Et donc on parle aussi beaucoup d'agriculture, puisque je suis moi-même agronome. Ça fait 15 ans que je travaille dans le métier. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs, j'ai beaucoup pratiqué. Et donc j'ai à cœur de pouvoir transmettre la réalité de la traduction de l'écologie dans le monde réel, dans le monde économique, au sein de populations de praticiens et de faiseurs. Alors je suis ravi aujourd'hui d'accueillir un agriculteur, je vais le présenter, mais un agriculteur qui travaille à la fois dans les institutions qu'on appelle les organismes professionnels agricoles, type coopérative et autres organismes, il nous présentera tout ça, et donc il a un mandat, une responsabilité au sein de ces organismes en tant qu'agriculteur, avec une sensibilité à ce qu'on appelle l'agroécologie ou l'agriculture régénératrice, c'est-à-dire des pratiques agricoles qui sont censées collaborer avec la nature pour pouvoir produire pareil, avec moins d'énergie, moins d'intrants, donc moins de pesticides, moins d'engrais, etc. Donc l'idée, c'est qu'on puisse aborder ces sujets-là. Comment on met en place au sein de grosses structures comme une grosse coopérative, puisqu'il est donc président de la commission de développement durable de Tereos, qui est un acteur majeur dans la betterave en France, betterave sucrière. Voilà, comment on orchestre ça, et en même temps, comment on peut être pris en étau avec des conjonctures marché, donc la dérégulation par exemple du marché de la betterave, avec des conjonctures politiques, par exemple la loi du plomb qui est venue interagir avec la réautorisation d'un pesticide, et donc ça a créé des gros débats. On va voir si c'est vraiment une vraie question de réautoriser ou pas un pesticide et qu'est-ce que ça joue dans une itinéraire technique agricole. Donc on va aborder tous ces sujets et également peut-être qu'est-ce que ça veut dire être agriculteur aujourd'hui en France et qu'est-ce qu'il se passe pour les générations à venir. On dit souvent que l'agriculture est en train d'être un peu dépréciée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de personnes qui partent à la retraite que de personnes qui vont reprendre des fermes. Mais qu'est-ce que ça veut dire donc pour un agriculteur qui va dans quelques années s'apprêter à transmettre sa ferme? Voilà, qu'est-ce que ça signifie d'être dans ce momentum? Donc, ravi de t'accueillir, Jérôme. Donc, Jérôme Harry, qui est, comme je l'ai dit, président de la commission de développement durable de Tereos. Tu vas nous parler de ce qu'est Tereos, quel est ton rôle, et peut-être de tes différents mandats. Donc, on va démarrer plutôt pour comprendre qui tu es.
Voilà. Quelle est ton histoire? Pourquoi tu es agriculteur? Est-ce que ça fait longtemps que ta famille est dans le milieu ou pas? Vu que ça fait quand même un certain temps que tu opères, hein, si tu t'es pas installé l'année dernière, tu vas pouvoir nous parler du vécu et de toutes les transitions qui se sont passées sur la ferme. Et puis, si tu peux nous présenter tes différents mandats, parce que je pense que c'est aussi pour ça que j'ai souhaité que tu puisses venir sur cette émission. C'est parce que tu vas pouvoir nous donner la teneur d'être à la fois agriculteur, mais aussi d'avoir des mandats dans différentes structures, parce qu'il n'y a pas que Tereos, et ta connaissance finalement de l'interaction de ces organisations un peu globales avec peut-être la politique, le marché, les autres agriculteurs, et aujourd'hui les défis liés au développement durable. Je te laisse la parole. Merci Sébastien, merci pour l'invitation. Alors oui, on va repartir un petit peu en arrière et sans faire l'époque des dinosaures, on va remonter un peu loin. Donc moi j'ai une formation agricole avec à l'époque un BTA, brevet de technicien agricole, qui est maintenant un bac, et un BTS derrière, TAGE, technique agricole et gestion d'entreprise. Et quand je sors d'école, à mon époque, il y avait le service militaire qui était encore obligatoire. Et moi j'ai pas voulu faire mon service militaire dans l'armée alors que j'avais un grand-père colonel de carrière du côté de ma maman, mais j'ai pas voulu faire le service militaire traditionnel. Et donc, j'ai demandé à partir en coopération avec une association qui s'appelle les Volontaires du Progrès à l'époque. Ça s'appelle le France Volontaire maintenant. Et je suis parti au Gabon. J'en parle parce que là-bas, c'est un choc. Quand tu quittes ton nord natal, Jérôme est originaire de un petit village à côté de Cambrai. Quand tu quittes ton nord de France natal et que tu te retrouves au Gabon, où il pleut environ un peu plus de 2000 mm par an, on est à l'équateur au Gabon, et que tu as la forêt équatoriale et que tu as des zones de plaine où c'est de la latérite, tu comprends que il pleut. Sur la latérite, en fait, c'est dead zone, on est sur les cailloux. Et quand on est dans la forêt, au Gabon, si tu as le malheur de laisser tomber une graine ou de laisser quelque chose germer, en quelques mois, tu as une plante exubérante qui pousse et donc une belle production. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça nous parle quoi, la forêt équatoriale avec toute cette matière organique? Tu vois, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard, mais à l'époque, je n'étais pas conscient de ça. Mais c'est un choc quand même, parce que quand tu arrives avec cette pluviométrie et cette exubérance de la végétation, c'est quand même quelque chose qui est assez marquant. Donc ça, c'était l'époque... voilà, on remonte un peu loin. Quand je rentre, j'ai travaillé dans une grosse société informatique agricole, où j'ai fait plutôt de la communication et de la communication. Et puis, le moment est venu, quand mon papa a décidé de prendre sa retraite, de reprendre l'exploitation. Donc, je suis agriculteur, fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur, arrière-petit-fils d'agriculteur, à Abancourt, dans le Nord. À l'époque, le système d'exploitation, c'était betterave, blé, orge d'hiver. Donc, il n'y a jamais eu d'animaux sur le... Il y a eu des animaux, papa avait des animaux. Il y a un moment où il a fait un choix. Je crois qu'il y avait peut-être 10 vaches. Soit on se lançait, ou soit on arrêtait. Il a arrêté, il a voulu tester un peu les cochons en aménageant une grange. Pareil, quelques années. Et puis il arrive un moment où soit tu te lances et tu fais un bâtiment spécial, une porcherie et tout va bien. Lui, il a fait du stockage de céréales. Et à l'époque, avec, je ne sais pas si pour certains ça parlera, mais tu stockais du blé à la moisson, tu le sortais à l'hiver, tu faisais une petite marge et il s'occupait comme ça. Et ça a bien marché, avec un système très simple, betterave, blé, escourgeon. Donc moi j'arrive, avec ce vécu du Gabon, mais aussi d'avoir un peu roulé ma bosse un peu partout, on est chez nous, là, sur des limons profonds, battants, des limons battants. J'ai connu, étant jeune, mon père devoir casser cette croûte de battance qui arrive quand on a semé les betteraves, et puis qu'il pleut fort, un orage, et puis qu'on a une espèce de croûte qui empêche les betteraves de lever. Elles tournent. Donc juste pour expliquer, le limon, c'est un type de sol qui va être sensible, on va dire, à la compaction, mais notamment la compaction de surface, parce que les particules de sol sont assez fines. Et donc, quand la goutte de pluie vient taper, on a une projection de ces limons sur quelques centimètres, mais qui se redépose après et qui forme, lorsque ça sèche, une croûte qui peut empêcher de germer, notamment les petites graines, comme la betterave. Comme la betterave, exactement. Donc ça, c'est quand le sol n'est pas protégé, quand il est nu, on est d'accord. Exactement. Et donc la betterave, dans un système très traditionnel, avec labour, préparation de sol, sur des limons comme ça, sur des terres comme celle-là, le risque à la levée, c'est ça, c'est cette battance. Donc, moi, c'était un souci, et donc je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Et
c'est le point de départ sur l'exploitation d'une volonté de ramener de la matière organique pour enrichir la surface, pour essayer justement de s'affranchir de ce risque-là. Ça, c'est quand tu as repris? Ouais. Et ton père était toujours en train de travailler sur l'exploitation ou pas? Non, et alors là, je le dis souvent, j'ai une chance énorme, parce que quand je me suis installé, mon papa m'a laissé les clés du camion. Ah oui, ça c'était une très bonne c'est une décision. Chance, ouais, c'est une chance énorme, parce que je dis pas qu'il n'était pas inquiet, parce que je me rappelle la première année, je m'installe et on implante les blés en système, à l'époque on parlait du non-labour. Et donc je fais du non-labour. Et puis la saison avance, arrivé au mois de novembre, il commence à pleuvoir, et là je vois mon papa là, qui est un peu inquiet, il restait quelques hectares à semer, très délicatement, il était sur la pointe des pieds, on ressortirait pas la charrue, etc. Si, on s'entête pas, on ressort la charrue, on finit de semer les blés et tout va bien. Donc quelqu'un qui était inquiet, mais qui a respecté mes choix. Et ça c'est très très important, parce que on en parlera plus tard, mais aujourd'hui, dans la transmission et dans l'arrivée de jeunes, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai eu cette chance. Donc, je m'installe, je me dis, il faut à tout prix faire quelque chose pour la matière organique. Donc, les analyses de sol, à l'époque, c'était taux de matière organique, en moyenne sur l'exploitation, c'était 1,8. Ok, donc pour information quand même, donc la matière organique, c'est le carbone dans le sol sous forme d'humus. Cet humus, il va participer à plusieurs choses. La structure du sol, c'est-à-dire que c'est comme une sorte de ciment de carbone qui vient maintenir la porosité du sol, qui permet une bonne circulation de l'air et de l'eau. Donc ça va résister un peu plus à la compaction, puis ça va nourrir aussi l'activité biologique des sols. Donc ça a une grosse utilité. Et donc toi, tu te dis 1,8, c'est pas assez, ce que je rejoins. Dans un sol comme le tien, sans doute qu'il faut monter au moins proche de 3. On va essayer de taper sur au moins plus de 2,5%. Et si on arrive à 2,8, 2,9, voire 3, on commence à avoir un sol qui fonctionne. Donc toi, tu te dis, j'ai un déficit et il faut que je corrige ce déficit. Exactement. Et donc, le premier levier que je mets en place, c'est la problématique labour. Bon, à l'époque, donc on remet le contexte, 1998. Ouais. Pour information, je ne l'ai pas dit avant, mais donc moi, je m'installe en 1998. Donc, à l'époque, on parlait de travail du sol et du labour. Donc, sur l'exploitation, depuis 1998, il n'y a plus de labour. On fait que du travail superficiel. Alors, on a appelé ça des TCS, techniques culturales simplifiées, on a appelé ça par plusieurs noms, mais l'idée, c'était de moins déstructurer le sol. Mais ça suffit pas parce qu'on ne fait pas venir simplement en arrêtant une pratique culturelle, on ne fait pas remonter ces taux de matière organique, comme on disait. Et donc, à 500 mètres de chez moi, là, de l'exploitation, il y a une déchetterie. Et je vois passer les déchets verts qui sont collectés en déchetterie pour partir à 40 km d'ici sur une plateforme de compostage. Et je me dis, c'est quand même un petit peu dommage d'avoir une matière organique qui est là. Moi, j'ai pas d'élevage, je redis, pas d'élevage sur l'exploitation. C'est un peu dommage de voir passer ce carbone-là qui s'enfuit, alors qu'en fait, on pourrait le valoriser en local. Et donc, je monte un projet en 2001 avec un collègue à 50-50. On crée une SARL qui s'appelle Agricompost Cambrésis à l'époque. Et de zéro, on achète un broyeur et on démarche les collectivités, on démarche les paysagistes, on démarche les professionnels en se disant les déchets verts, ça a une valeur, on peut faire quelque chose. Je passe les détails parce qu'on les enrichit après avec des racines d'endives, avec des épluchures de salade parce qu'on a une industrie légumière qui est juste proche. Et on a fait pendant une dizaine d'années des mélanges comme ça et où j'ai eu la possibilité d'épandre sur mes parcelles des composts que je fabriquais moi-même à la maison. Et en plus, à l'époque, je pense qu'on te les donnait, les déchets verts. On les donnait plus pas. Ou moins. On les donnait pas, mais alors nous on a amené quelque chose. Il y avait des appels d'offres, c'était quand même géré par des grosses boîtes. Nous, ce qu'on a amené, c'est de dire aux collectivités, plutôt que faire un appel d'offres où les prestataires vous répondent à tous les lots, saucissonner les lots, parce que nous, on peut être très pertinent sur la partie déchets verts, on peut être économiquement très intéressant. Par contre, nous, on n'a pas vocation à recycler du carton, c'est pas notre job, ni la ferraille. Et donc, dans le Cambrésis, on a un peu lancé ce système-là. Et du coup, après, les appels d'offres se sont fait saucissonner par matière. Et donc, c'est là où on a pu répondre. Et en effet, on était, donc on facturait pour une prestation d'enlèvement de déchets verts, de compostage et d'épandage dans les champs. Tu étais seul ou il y avait d'autres agriculteurs? On était à 2 agriculteurs qui avions les mêmes motivations. On s'est retrouvés à une réunion de chambre d'agriculture et puis on s'est dit, tiens, si on montait quelque chose. Et donc, on a monté une SARL pour la partie collecte et pour pouvoir répondre aux appels d'offres. Et à côté de ça, on a créé une CUMA terre et sol, technique respectueuse de l'environnement et du sol. Il y avait déjà quelques prémices, dans laquelle on a acheté un retourneur d'andin. C'est un peu technique, mais pour composter la matière en bout de champ.
Donc en gros, tu avais l'Acuma qui est une coopérative pour acheter du matériel agricole en commun qui t'a permis de pouvoir fabriquer le compost. C'est-à-dire tu recevais des déchets verts et tu mélangeais d'autres matières. Ça, c'est intéressant. C'est une ingénierie finalement autour de la matière organique, on en reparlera. Et tu as créé une structure pour pouvoir venir enlever la matière et la porter sur la plateforme de compostage. C'est vachement intéressant pour l'époque. Juste, tu peux rappeler combien d'hectares tu as ? Donc moi, je suis sur une exploitation de 70 hectares. D'accord, ok. Voilà. Donc, d'où l'importance de faire des cultures racines à forte valeur ajoutée. Alors. Exactement. Donc de faire de la betterave. Donc ça, on en reparlera, mais en gros, plus je fais ce qu'on appelle des commodities, des cultures, on va dire, à bas niveau de marge, plus il faut que j'ai de surface. Mais si j'ai peu de surface, je vais faire de la pomme de terre, de la betterave, éventuellement de la production de semences, je vais diversifier. Et donc c'est intéressant de te dire que tiens, tu t'es lancé dans cette aventure de régénérer par le carbone et par l'apport de matière organique tes 70 hectares. Et donc vous vous êtes organisé en local pour faire ça. Exactement. Et ça a été en quelle année ? Donc démarrage en 2001, de zéro. Oui. On commence à prendre un petit peu de marché, on commence à faire notre place. On est monté jusqu'à collecter 15 000 tonnes de déchets verts. Et les distribuer. Et alors, c'était pas que pour vous, ça. Pas que pour nous, parce qu'on n'aurait pas su utiliser tout. Nous, une bonne partie avec mon collègue, mais les autres agriculteurs de l'Acuma qui voulaient, on les valorise autour de nous. Quand au bout de 10 ans, on commence à collecter 15 000 tonnes de déchets verts dans le Cambrésis, on commence un petit peu à déranger les gros faiseurs. Donc on les citera pas, mais on est contacté à une époque par les gros faiseurs qui nous disent « Ah, votre activité est bien, ça nous intéresse ». Je caricature, mais grosso modo, si on vous rachète pas, on vous casse. Ouais. Non, mais oui, exactement. La première question, c'est on vous rachète. Nous, agriculteurs qui avions créé notre entreprise qui était profitable, non, ça marche bien. Nous, on continue notre activité, tout va bien. Bon, on a décalé un peu l'échéance, mais sans vouloir aller dans le détail, on s'est retrouvé à répondre à des appels d'offres où nous, avec un camion, quelques chauffeurs, etc., on répondait pas suffisamment, on rentrait pas dans les clauses des appels d'offres qui avaient été montés. On a préféré jeter l'éponge parce qu'on est. Mais vous avez revendu. On n'a pas vendu. On a quitté. On a cessé l'activité directe. Ouais. Mais l'erreur a été là, c'est qu'il aurait fallu à l'époque, parce que il aurait fallu la vendre et puis. Avec le capital qu'on sortait, redémarrer un autre projet parce qu'on avait plein d'idées. Mais à l'époque, on a été un peu, ces deux agris. Maintenant, nous, on a créé notre bébé là. C'est chouette, ça, c'est producteur, c'est rémunérateur, c'est sympa. Non, il est pas à vendre. Bon, voilà, ça s'est arrêté. Ça a été pas forcément facile à vivre, mais en tout cas, on a quitté. Comme beaucoup, des fois, on dit comme des agris, c'est-à-dire sans dette, sans rien du tout. On est parti, on a revendu le matériel et puis c'est tout. Mais pendant 10 ans, on a eu quand même accès à du compost sur l'exploitation. Ouais. Et donc tes sols, qu'est-ce qu'ils ont eu ? Ils sont montés en fertilité ? Aujourd'hui, donc on va faire un rapide transit jusqu'à 2025. Aujourd'hui, quand je fais des analyses de sol, les dernières, c'est l'année dernière, on oscille entre du 2,8 et du 3,4. Nickel. Voilà. En fait, c'est souvent ce que je dis. En fait, au-dessous de 2,8% de matière organique, et bon, c'est un peu comme quand tu achètes un truc 9,90 €. Je dis 2,8 pour pas dire 3, mais souvent c'est autour de 3% de matière organique qu'on commence à avoir des effets intéressants à la fois sur le volet physique, la structure de sol, et sur le volet biologique. Et donc c'est intéressant de voir que quand même, sans doute que pour les générations antérieures, il avait fallu 30 ans pour passer de 3 à 1,8, 1,7, et toi il t'a fallu finalement 15 ans pour pouvoir passer de 1,8 à quasiment 3. Ce qui est intéressant. Et donc, ce qui montre aussi que dans le métier d'agriculteur, on va dire de l'agriculteur conscient de la qualité de ses sols et de l'importance du carbone, la reconquête de la fertilité de ses sols, c'est à la fois une stratégie, une volonté et des actions récurrentes. Je fais souvent, moi, l'analogie entre la qualité des sols, l'agronomie et des choses un peu plus triviales, comme j'en sais rien, la musculation. Pour gagner du muscle, ça prend du temps. C'est la salle toutes les semaines, changer l'alimentation. On commence à avoir des résultats au bout de 3-4 mois et on commence à avoir des vrais résultats au bout de peut-être 8 mois à 1 an, selon sa constitution et sa constance. Et si d'un coup on arrête d'aller à la salle et qu'on va au McDo toutes les 5 minutes et qu'on mange des glaces, il va falloir moins d'1 an pour reperdre la masse musculaire et avoir finalement une santé physique qui se dégrade très vite. La biologie, c'est toujours ça. C'est déjà des effets retard. Je mets en place des actions et je n'ai pas les résultats tout de suite. Les mauvaises actions, c'est pareil aussi. Au final, hein, je peux dériver, j'ai pas tout de suite on va dire la facture, mais à un moment donné,
il y a ce besoin de venir comprendre qu'il y a des actions à mettre en place récurrentes, fréquence, intensité de l'action, pour avoir le résultat escompté. Et c'est intéressant que tu aies mis toute cette stratégie en place en te disant, il va pas me falloir 1 tonne de compost par hectare et par an. Il va m'en falloir à minima 10, 15 ou 20 par hectare et par an, et ce, pendant 10 ans. Et en fait, la reconquête de la qualité des sols, tout comme la reconquête de la santé, c'est de la discipline. Donc là, c'est de la discipline agronomique, pas juste de la discipline alimentaire ou autre, ou sportive. Et en plus, tu as su le faire pendant une période assez longue. Est-ce que tu as été à un moment donné découragé de faire ça ou pas ? La question, elle est très très bonne aussi parce qu'on fait des bêtises, évidemment, parce que quand on teste des choses et qu'on démarre des choses, on fait des bêtises. Je me souviens d'une année qui a été terrible. Un gros apport de compost de déchets verts, mais très ligneux, tu sais, très sec. Je sens que la culture n'a pas aimé. Il n'y avait pas grand-chose à manger après. Les betteraves derrière étaient jaunes, elles souffraient, elles avaient faim. Il y avait donc une grosse faim d'azote, parce que l'azote, il a été utilisé pour dégrader la matière organique. Donc là, tu fais une erreur une fois, tu la fais pas 2 fois. Ouais. Tu as compris. Et ça, c'est aussi parce qu'à l'époque, honnêtement, c'était pas quelque chose de répandu. Aujourd'hui, la gestion des composts, elle est maîtrisée. On sait laisser sur N, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut pas faire. À l'époque, on s'est dit, on envoie, ça va le faire. Mais oui, ça renvoie. Et il y avait aussi peut-être une activité biologique du sol qui n'était pas encore, tu sais, bien, qui était peut-être pas là ou qui était peut-être pas suffisamment en forme pour pouvoir. Elle aurait peut-être pu tamponner, mais là, j'ai payé cash. Donc ça, c'est des questions qui sont intéressantes parce que là, tu payes cash. La culture derrière les betteraves, c'était juste catastrophique. Non, mais ça, c'est marrant parce que j'ai fait un post sur LinkedIn aujourd'hui. J'étais en Angleterre hier auprès d'un groupe de producteurs, donc en semi-direct. Donc ils sèment direct avec des semoirs à disque dans des couverts végétaux. Et on était dans un champ, mais qui avait été coupé en 2 par le précédent la saison dernière. D'accord. Enfin, la saison dernière, l'année, quoi. Donc on avait un précédent févrole, mais récolté, pour faire du grain. Et on avait un précédent couvert végétal, céréales. Enfin, céréales couvert végétal. Et donc, dans l'état d'esprit, c'était de dire, mon couvert végétal qui nourrit mon sol va m'apporter des éléments nutritifs, versus, j'ai pas eu le temps de mettre des couverts pour la févrole, ça va être moins bien. Qu'est-ce qui se passe ? C'est où que c'est mieux, à ton avis ? En fait, la févrole, elle a laissé plus d'azote. Exactement. En fait, les couverts, ils ont pompé l'azote. Voilà, le reliquat. Alors, c'était des couverts avec moins de 30% de légumineuses, plus une céréale. Donc, forcément, tout l'azote du sol a été pompé. Et à côté, on avait le précédent févrole, donc qui a été autoporteur en éléments nutritifs azote pendant toute la saison. Pas de couvert derrière pour venir boire l'azote un peu en reliquat. Bon, on est en Angleterre, donc il pleut un peu, mais on est quand même dans une période où on va pas non plus tout lessiver. Je plante mon blé, c'était à couper au couteau. D'ailleurs, la photo que je mets sur le post, c'est jaune d'un côté, vert clair, et vert foncé de l'autre, avec un développement végétatif quasiment du double sur la partie en précédent févrole, alors que ça a été semé le même jour, avec le même semoir et la même densité. Et donc, c'est vrai que les gens ne s'aperçoivent pas de la technicité qu'il faut en agriculture pour réussir à produire ce grain qui fait notre blé, pour réussir à produire ces pommes de terre qui font nos frites, etc. Et donc, c'est intéressant d'explorer ça parce que tu as un mandat, donc tu en as peu parlé, mais donc tu as un mandat chez Tereos et tu as aussi travaillé dans d'autres structures, je crois que tu m'avais dit le CERF France, etc. Donc des structures qui ont un poids en fait dans les services qui sont de nos agriculteurs. Ces thématiques dont on parle, je sème sans travailler les sols ou moins les travailler, je travaille sur ma matière organique, donc je nourris mes sols et la biodiversité de mon sol pour qu'elle me le rende. Pour un agriculteur individuel qui prend sa décision dans son entreprise, c'est une chose. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre ça en place et cette dynamique complexe au sein d'une organisation avec des milliers de producteurs, parce que Tereos, c'est des milliers de producteurs. On n'a que 2 grandes centrales, entre guillemets, coopératives qui font de la betterave en France. Et la France a été pendant longtemps un gros pays producteur de betterave, donc de sucre, c'est betterave sucrière ou faire de l'alcool pour la cosmétique, les parfums, etc. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre en place ce type de dynamique-là au sein d'une organisation avec toute son inertie et son passé ? Alors là, l'avantage, c'est qu'on peut capitaliser sur ce qu'on a appris. Donc ça, c'est une chose. Mais la question aussi, très bonne question, parce que pour passer à l'échelle, comment on fait ? Donc oui, Tereos, c'est plus de 10 000 associés coopérateurs qui vont du nord de la France, Dunkerque, la pointe là-haut, jusqu'au sud de Paris, Parthenay.
avec donc des sols différents, des pratiques différentes, des assolements différents. Et donc, comment on fait pour essayer alors, on dit vulgariser, on dit s'aimer, enfin, je ne sais pas comment on peut. Comment on fait pour essayer de regarder un petit peu l'état des lieux, la situation, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter dans des systèmes où il y a betterave, et comme tu disais, donc une culture industrielle, mais qui de par ce qu'elle pompe, mais aussi de par la mécanisation, hein, c'est des gros engins de récolte, etc. Comment on fait par rapport à ça? Donc, donc moi j'ai un mandat chez Tereos, je suis membre du conseil coopératif. Pendant 4 ans, je m'occupais de la commission betterave. Et donc on s'occupait de décider les dates de démarrage, avec les équipes évidemment, mais de planifier tout ça. Et Juste, Tereos, c'est combien d'agriculteurs, combien de surface? C'est quel poids? Aujourd'hui, c'est il reste 2 grosses coopératives. Hein, c'est 10 700 producteurs de betteraves. Donc ça, c'est quand même important. 10 700 producteurs de betteraves pour une surface globale qui avoisine les 200 000 hectares, quelque chose comme ça. D'accord. Un peu moins maintenant. Donc on est sur quelque chose quand même qui est massif. Ouais. Voilà. Et qui est massif, et aussi on va refaire un petit peu aussi d'histoire, parce que l'histoire de la betterave, c'est quand même, pendant 30 ans, des prix et des volumes garantis. C'est-à-dire qu'il y avait un système de quotas jusqu'en 2017. Donc des quotas qui protégeaient tout le monde. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, même si les cours étaient bons, etc. On avait des quotas à produire, point trait, et avec en face des prix garantis. Ça a été, mais tout va bien dans le meilleur des mondes pendant très longtemps. 2017, pour des raisons, attaque de l'OMC, etc., concurrence, il faut changer ce système-là. Et donc l'Europe passe en système mondialisé, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, prix de marché. À l'époque, les gros groupes se disent, si on veut tenir le choc, il faut qu'on baisse les charges de structure sur nos outils. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les surfaces, avec un système de diviseur, et on passe le cap. Il s'avère qu'on a augmenté les surfaces, mais que tout le monde l'a fait, et que l'année suivante, excédent de sucre, cours mondial, etc. Et là, chute des prix. Donc ça, c'est la partie économique. Mais c'est intéressant de le dire quand même, parce que c'était une culture où il y avait des quotas, donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi en termes de surface. Et donc, dans les exploitations où il y avait de la betterave, il faut se le dire aussi, c'était assez rémunérateur, ça marchait bien, on avait nos quotas à produire et c'était bien. Après 2017, comment on fait? C'est tout nouveau d'un point de vue économique pour les producteurs, mais ce qui se passe aussi, et on peut le dire, c'est la conjonction des dérèglements qu'on commence à voir sur le climat, qui commencent à taper un peu plus fort. Et donc là, aujourd'hui, on a des situations où la productivité est plus au rendez-vous partout. Ouais. Donc en gros, tu combines une dérégulation du marché. Avant, j'avais des quotas que je ne pouvais pas dépasser, donc la loi de l'offre et de la demande jouant, et l'offre ne dépassant pas la demande ou étant calée sur la demande, j'ai une forme de constance dans les prix. Et je passe en libéralisation, c'est-à-dire qu'en fait, je ne suis plus régulé, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, il y a une augmentation massive des surfaces. Et en conjoncture, les premiers effets du changement climatique, 2017 c'est là où ça a bien commencé. Hein. Ça a commencé un peu avant, mais là, on commençait à rentrer un peu dans des choses. On commençait à avoir des choses. Même si on ne sait pas les nommer, et qu'on se dit, oui, il y a des années avec un peu plus de sécheresse, des années avec des fortes pluies. Ce qui se passe, c'est que depuis ce moment-là, ça s'accélère. Les années, c'est de pire en pire. Ça s'accélère. On ne sait jamais sur ce qui va nous tomber sur le coin de la figure. Donc, ce qu'on a fait là depuis 2 ans chez Tereos, donc moi, voyant que ce sujet durabilité, donc la partie agro, l'agro était maîtrisé chez nous. Il y a toujours eu une équipe d'agronomes, mais on parlait quand même beaucoup de variétés, de protection phyto, de désherbage, des choses très techniques. Et c'est ça qui a fait la belle productivité de la France. Donc, vraiment une bonne technicité. Donc, moi, je me dis, il y a 2 ans, on commence à parler de durabilité, on commence à parler de carbone, on commence à parler de plein de choses. En fait, tout ça, ce carbone, tu l'as dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est de l'agronomie, à la base. Et donc, il y a 2 ans, moi, j'ai proposé au conseil d'administration de créer une nouvelle commission chez Tereos, qui n'avait pas été fait avant, que j'ai appelée Innovaction. L'idée, c'était de regrouper l'agronomie et la durabilité ensemble, parce que c'est complètement lié, et de se dire, maintenant, il faut qu'on travaille la partie sol. Parce que, ça peut paraître comme ça, peut-être ça peut paraître comme une évidence, mais toi, tu es mieux placé que moi pour le dire, tu vois nombre d'exemples et de cas de figure, mais nous, je le redis, avec un secteur assez large comme on a des exploitations aujourd'hui avec
beaucoup d'élevage encore, et donc une betterave qui part un gros pourcentage dans l'exploitation, et on a des exploitations plutôt de grandes cultures qui se sont, à une époque, vu la rentabilité, très spécialisées en betterave, avec des rotations, des fois, un peu courtes. Donc, c'est-à-dire, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, les sols, la vie du sol, la biologie, etc. Est-ce que tout ça, c'est bien ? On voit aujourd'hui qu'on commence à avoir des signes qui sont flagrants. Ce que tu n'as pas dit, et peut-être qui n'est pas évident pour tout le monde, c'est que la betterave est une culture assez destructrice des sols, dans le sens où, lors de la récolte, ce sont des machines lourdes qui viennent extraire donc la betterave qui pousse dans le sol, qui est une culture racine. Et donc, on va dire, une perturbation du sol majeure, puisque l'outil rentre à l'intérieur du sol, extrait la betterave, et c'est fait souvent à une période où il peut y avoir de la pluie. Et donc, machine lourde, compaction. Quand le sol, le sol est gorgé d'eau, il est moins portant. Et donc, on a une impression du poids qu'on met sur le sol qui est supérieure comparé à un sol qui serait sec. Donc, en fait, quand on fait beaucoup de betteraves, mais c'est vrai aussi pour la carotte ou la pomme de terre, on a un effet dégradant sur les sols beaucoup plus que si on fait simplement du blé, du colza, de l'orge, etc. Et donc, toi, tu dis qu'en rapprochant chaque betterave, donc je vais faire une betterave, un blé, une orge. Normalement, il faudrait 4-5 ans entre chaque betterave minimum. Idéalement. Voilà. Et donc là, tu vois que ça se rapproche. C'est peut-être tous les 3 ans, des fois même tous les 2 ans. C'est descendu tous les 2 ans par Tous les 2 ans. Donc je fais une betterave, un blé, une betterave, un blé. La betterave, en plus, produit très peu de résidus. Parce que un blé, ça va faire de la paille qui va être mangée par le sol. Ça va renouveler un peu le stock de matière organique et encore pas assez pour une céréale aujourd'hui, puisque les céréales sont très courtes comparées aux céréales qu'on avait avant qui étaient plus hautes. Ça s'explique parce qu'on les nourrit mieux et donc sinon, elle se casserait la figure. Mais c'est quand même un problème. Mais là, la betterave, ça produit rien. J'extrais la racine, il reste quelques petites radicelles, il reste quelques feuilles en surface, mais c'est rien du tout. Donc là, pour le coup, le sol, quand on parle de carbone, il n'est pas très bien nourri. Donc si on ne met pas du compost comme toi tu as fait pendant des années, comment on fait pour compenser l'extraction de carbone versus le carbone que je vais injecter dedans ? Et donc c'est là où votre pratique était très intéressante, de dire je vais prendre une source de déchets verts extérieurs pour nourrir mon sol, parce que je sais que ma betterave le nourrit peu finalement. Alors, pour faire un petit retour en arrière, donc il y a l'apport de compost qui était bien, et puis moi très tôt, je me penche sur les couverts. Ouais. À l'époque, moi, à l'installation, les couverts, c'était un zéro sujet, ça n'existait pas. Sont arrivées des réglementations qui nous ont dit il faut mettre un couvert, il faut que le sol ne soit pas faut pas que le sol soit nu, donc on va mettre des couverts. Mais la réglementation, c'était d'implanter un couvert, donc on mettait, ça devient technique, mais on mettait une moutarde qui coûte pas cher à implanter et puis qui nous faisait un couvert, mais qui n'est pas quelque chose qui nous ramène beaucoup de carbone non plus. Donc moi très tôt, avec un collègue, puis avec le groupe, avec le GEDA, là, on part sur des couverts plus compliqués, 4, 5, 6, 7 espèces, où on ramène plein de choses, parce que suivant les années, tu sais pas s'il va faire sec, tu sais pas s'il va pleuvoir beaucoup, qu'est-ce qui va pousser, qu'est-ce qui va pas pousser. Donc en fait, on travaille aussi l'aspect couvert. On travaille aussi une dernière chose, la rotation. Donc en 2007, moi j'introduis le lin textile sur l'exploitation, qui n'existait pas avant. Pourquoi donc ? Espacer encore ces rotations, donc espacer les betteraves, parce que, donc je l'ai dit en démarrant, moi je viens d'un système où mon papa c'était betterave, blé, escourgeon. Ça a marché très très bien pendant 20 ans, peut-être plus, mais il arrive un moment où il faut se dire, voilà, quand tu as 1,8 de matière organique, qu'est-ce que tu fais ? Donc, les composts, le travail du sol, les couverts interculture, et puis la rotation avec des nouvelles cultures. Donc, quand tu démarres le programme Innovaction à la coopérative, tu te dis, ces pratiques-là que moi j'ai mis en place, on va peut-être les tester à plus grande échelle, mais en tout cas les promouvoir pour régler un peu cette question du défi climatique qui commence à peser de plus en plus sur les rendements et sur les cultures. Alors, il y a 2 objectifs. Sur la partie agronomique, c'est clairement ça. Avec le constat, j'ai pas la prétention de dire que mon système soit le plus vertueux et l'idéal à suivre. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que on a vu le mot, il est maintenant très à la mode, la résilience des sols. Quand on est sur des années très sèches à la moisson, que tu peux comparer avec ton voisin, tu te rends compte que quand arrive ce qu'on appelle de l'échaudage physiologique, c'est-à-dire qu'il commence à faire chaud au mois de juin, on a des céréales qui, quand elles sont bien implantées, tiennent plus longtemps le choc que des céréales qui sont
avec des racines en superficie et où le coup de chaud, en fait, les touche beaucoup plus vite, quoi. Donc, on se rend compte que le sol, matière organique, c'est une éponge, ça stocke de l'eau. Quand il y en a trop d'eau, ça la draine aussi, donc ça c'est super. Donc l'idée c'est de s'appuyer sur ces constatations-là, voilà. Et puis de se dire aussi, dans nos adhérents, on a aussi des gens qui ont des très bons rendements aujourd'hui, mais je sais ce que je disais tout à l'heure, avec des rotations qui sont plus longues ou avec présence par exemple d'élevage. Dès qu'on remonte un petit peu nord de France, on a encore quand même un peu plus d'élevage, laitier, viande et autres. Et donc comment on fait pour s'appuyer sur des pratiques qui aujourd'hui, et on le voit, nous, c'est du sonnant et trébuchant, parce qu'on le voit dans les rendements au niveau de la coopérative. Comment on fait pour s'appuyer sur des pratiques qui sont vertueuses, pour essayer de se dire, tiens, essayons de... c'est quoi le mot vulgariser, essayons de démultiplier ça pour que dans les secteurs où c'est plus compliqué, on essaye de retrouver du rendement. Ok. Et donc, il y a cette volonté de retrouver du rendement, il y a cette volonté déjà à l'époque, environnement, et pas simplement rendement, ou est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire de mettre ça en place? Aujourd'hui, Tereos est engagé de façon beaucoup plus ferme et entière. Qu'est-ce que ça veut dire à l'époque? Parce que moi, je me souviens de l'époque. C'est pas simple. Quand on faisait des formations sur les sols, 2015, 2016, 2017, on était quand même vus comme des uluberlus un peu bizarres. Donc toi, tu étais un peu cet uluberlu. Donc comment ça s'implante? Donc moi, à l'époque, chez Tereos, moi, j'avais pas les responsabilités, mais c'est ce que tu dis, c'est vrai, mais même si c'est un peu plus tard, c'est comment on fait pour arriver à passer ces messages-là? On s'appuie aussi sur des messages. Enfin, on a de plus en plus de partenaires, de gens qui nous montrent aussi des choses. Il y a des études qui sortent. On peut faire des essais. Donc, chez Tereos, on a multiplié les plateformes d'essais qu'on faisait déjà sur ces sujets-là, et on intensifie. On intensifie énormément parce que voilà, il faut qu'on remette l'agronomie, il faut qu'on remette le sol au centre du débat. Ouais. Alors, je continue, pardon, mais si tu avais une question et je n'ai pas été au bout, mais sur la partie innovation, l'idée c'est l'agronomie, mais c'est aussi que ça commence à pousser aussi sur des sujets carbone. En fait, et ça c'est complètement lié, on est bien d'accord. Donc un sol en bonne santé, c'est un sol qui stocke du carbone. Donc c'est rigolo, même moi j'aime bien le dire souvent. On fait la chasse au carbone. Oui, on fait la chasse au carbone dans l'air, parce que c'est lui qui nous fait le réchauffement climatique. Mais nous, on fait la chasse pour en mettre le maximum dans le sol, parce que c'est ça qui va nous faire notre fertilité. Et donc, le sujet carbone, comment il arrive dans une structure comme Tereos? Oui, comme tu dis, quand on a une taille comme Tereos et qu'on a des clients qui sont des gros faiseurs de l'agroalimentaire et qui commencent à taper à la porte en disant dites Tereos, dans ce qu'on vous achète, il va falloir commencer peut-être à réfléchir sur des sucres bas carbone ou ces sujets-là commencent à arriver, comment on fait? Et donc, l'idée de la commission et du travail qu'on a fait avec les équipes, c'est de lier les deux, c'est-à-dire on ne peut pas demander à nos agriculteurs, à nos coopérateurs de commencer à produire des betteraves bas carbone si on n'a pas une démarche agronomique concomitante. Ok. Et donc, ça se traduit juste parce que là, selon qui nous écoute, certains vont être tout à fait conscients de ce que tu racontes, d'autres vont peut-être découvrir ce que c'est qu'une coopérative qui produit de la betterave, etc. Et donc, à l'intérieur de cette coopérative, on a des organes, des commissions qui travaillent sur certains sujets, et on voit que là, un sujet arrive sur la table. Je veux que l'agriculture devienne une solution climatique. Donc j'assume le fait que je stocke du carbone dans les sols, donc j'en prends dans l'atmosphère pour le mettre dans les sols, et qu'ensuite mes sols, augmentant leur fertilité, ça affecte ma capacité à stabiliser mes rendements, parce que c'est ce qu'on observe, un sol qui marche mieux va pas forcément faire augmenter drastiquement les rendements, mais va les stabiliser. Donc ça, c'est un premier niveau. Tu mets ça en place pour répondre en partie au marché, mais aussi parce que tu es moteur. Quand est-ce que tu as vu un changement, là, parce que ces dernières années ont quand même été assez prolifiques. Quand est-ce que tu as vu un changement où d'un coup c'est devenu une évidence, cette affaire? Parce qu'aujourd'hui c'est un peu une évidence. Ça commence à devenir une évidence, mais ça a été très compliqué parce que, et là il faut avoir beaucoup d'humilité. L'agriculture, c'est du temps long. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est les changements, quand tu as pris la métaphore de la musculation, mais l'agriculture, c'est du temps long. Ouais. C'est difficile de remonter les taux, c'est difficile de faire les choses, mais quand on a été habitué en tant que producteur dans une production, avec un mode de fonctionnement,
et qu'il a bien fonctionné et qu'il a été productif, qu'il a été rémunérateur, changer la donne, changer les pratiques, c'est difficile. Donc ça veut dire qu'il faut venir avec des choses concrètes, mais il faut venir aussi avec des solutions. Donc pourquoi je parle beaucoup de l'aspect carbone dans ces travaux qu'on mène en ce moment, c'est que l'idée c'est de ramener un petit peu de rémunération par le biais de vente de sucre et d'alcool décarbonés ou issus d'agriculture régénératrice, comme on l'appelle aussi. Donc d'avoir une sorte de... Nous, on est parti sur une prime filière que l'on verse à des coopérateurs qui, en échange, mettent en place des pratiques plus respectueuses du sol, ou en tout cas, plus orientées carbone agrégé, mais qui vont donner sur la partie agronomique des résultats aussi sur la productivité. Et ça, je voudrais insister là-dessus. En ce moment, c'est vraiment le débat. Est-ce que, tout le monde aura entendu parler des crédits carbone. Est-ce que, nous, on est parti sur des primes filières chez Tereos, mais crédit carbone, prime filière. Est-ce que ça rémunère suffisamment les efforts que fait l'agriculteur ? Peut-être pas. Mais ce qu'il faut qu'on se mette en tête, c'est que les efforts qu'il va faire d'un point de vue agronomique vont lui amener une productivité, une baisse aussi de charge, parce qu'il faut savoir qu'un sol à 3% de matière organique, il ne consomme pas le même engrais minéral qu'un sol à 1,5, si c'est pas pire. Moi je l'ai remarqué sur l'exploitation, donc c'est ce que je dis à tout le monde. On est au bas mot en lycée à moins 20% d'achat d'engrais minéraux. Quand on sait que ça coûte cher, quand on sait que ça va même pas s'arranger avec des taxes, ça c'est quelque chose, c'est vraiment du sonnant et trébuchant. Donc il faut qu'on aille vraiment vulgariser, il faut qu'on travaille beaucoup plus l'agronomie. Alors ce qui se passe, tu me demandes, est-ce qu'on voit les choses changer ? Ben oui, on a lancé cette année un programme de formation qui n'existait pas chez Tereos, spécifique betterave, mais qui veut parler aussi de tout le système d'exploitation. Parce que, en fait, il ne faut pas qu'on saucissonne. Quand on part sur des pratiques d'agronomie, le sol, cette année j'ai de la betterave, l'année prochaine j'aurai du blé, l'année d'après j'aurai du lin, après je mettrai un blé, je mettrai une pomme de terre. Donc ça veut dire qu'on est dans une rotation, un système d'exploitation. Et donc, le travail qu'il faut faire, c'est sur l'exploitation. On a mis en place des formations. Il y a des secteurs, en un week-end, le quota de participants était atteint. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui, tu sais, depuis quelques années, où les rendements commencent à talonner, pour pas dire s'effondrer, forcément, il y a un déclic. Qu'est-ce qui se passe ? À cause de quoi ? Bon, alors, il y a d'autres paramètres qui viennent, on y viendra après, sur des sujets pas prédateur, mais je cherche mon mot, de la culture, les nuisibles. Des nuisibles. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la base de notre activité, c'est quand même le sol. Et donc, remettre un sol en bon état, avoir un sol en bonne santé, c'est le point de départ. Non, mais c'est très très intéressant. D'ailleurs, on verra lors de la formation, parce que j'en fais quelques-unes chez toi. Ouais. C'est vrai que c'est des choses qui intéressent beaucoup. Moi, ce qui m'intéresserait peut-être, c'est... On voit que la dynamique s'implante, on voit que ça intéresse les producteurs. Et ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est... On voit à la fois la technicité, l'engagement... Je dirais pas que c'est une prise de risque, parce qu'en fait, les gens pensent que l'agronomie est une prise de risque. Moi, j'en ai marre de ce discours qui vise à dire faire de l'agroécologie, c'est cher, faire de l'agroécologie, c'est risqué. Enfin, il y a que les non-praticiens qui parlent comme ça. Mais en fait, quand on est praticien, aujourd'hui, l'agroécologie dérisque. Parce qu'un sol qui marche bien est un allié, un sol qui marche mal est un problème. Et donc, oui, on va rajouter des coûts, par exemple, couverts végétaux, compost, etc. Mais on va réduire des coûts. Moins de travail de sol, moins de temps passé à l'hectare, moins d'usure de la machine, moins de gasoil, moins d'engrais. Nous, on l'a vu par exemple sur un gros programme qu'on a en Pologne. J'en parle pas mal en ce moment parce qu'on a sorti les premiers chiffres. C'est entre moins 15 et 19% d'engrais pour plus 6% de rendement. Alors, je le dis souvent, le rendement, c'est l'année. Mais je veux dire, les charges, l'économie de charges sont là. Mais pour deux raisons. Pas parce que les sols sont améliorés, ils n'ont pas eu le temps de s'améliorer, mais par mes usages. C'est-à-dire qu'en fait, l'agroécologie, c'est aussi un moment où je me remets dans une stratégie agronomique auquel des fois j'ai plus pensé depuis longtemps. Je mettais du phosphore et du potassium avant ma culture, ce qu'on appelle de l'engrais binaire, plus je remettais de l'azote, ou pire, je mettais du tertiaire, ça n'existe plus trop chez nous, mais nous en Europe de l'Est, les mecs qui mettent du 15-15-15, 250 kilos au semis pour ensuite ramener de l'ammonitrate derrière, mais c'est pas assez cher, tu vois. En Europe de l'Est,
C'est ce que les gens ne se rendent pas compte. Et on va en parler des conséquences de la dérégulation pour le marché de la betterave. Mais en Europe de l'Est, les intrants sont à peu près entre 10 et 30% moins chers, plutôt autour de 15-20%. La main-d'œuvre est moins chère pour des productivités équivalentes à l'Europe de l'Ouest. Donc déjà, la compétition est compliquée dans un marché ouvert comme l'Union européenne. Mais en fait, nous, quand on arrive là-bas et qu'on leur fait faire ces économies d'engrais, c'est parce qu'on a un mésusage. Mais ça existe aussi en France. Donc déjà, l'agronomie, c'est refaire de la bonne stratégie sur sa ferme. Donc toutes ces économies, toute cette rationalisation agronomique apporte tellement de valeur que se mettre dans cette posture est un dérisquage. Est-ce que c'est perçu comme ça, encore aujourd'hui ? Allez, il y a quelques mois, j'aurais dit pas du tout. Pas du tout. En effet, le discours qu'on entend, c'est on a été échaudé avec le bio, Ouais. on a été échaudé avec le HVE. Vous allez encore nous mettre des normes qui vont nous compliquer la vie. Soit vous mettez en face quelque chose parce que moi, je vais prendre des risques à ce changement. Il y a quelques temps, je pense que c'était assez généralisé. Je crois qu'aujourd'hui, à cause du changement climatique là, et des dérèglements et des coups qu'on vient de prendre, qui sont compliqués à prendre, je crois que les gens, il y a une prise de conscience. Je pense que les mentalités changent et qu'on commence à se rendre compte que, en fait, c'est peut-être se cacher, tu sais, derrière une excuse en disant, mais non, de toute façon, il faut que je change de semoir, il faut que c'est ce que tu as dit, les couverts végétaux, ça coûte cher. Oui. Moi, cette année, je crois que j'ai mis un mélange qui coûte presque 100 € de l'hectare. Mais dedans, il y a de la légumineuse, il y a des choses comme ça. C'est pas un coût, c'est un investissement. C'est un investissement. C'est exactement ça. C'est un investissement. Il faut qu'on arrive à faire passer ce message. Je pense que ça change. Ce qui me fait dire ça, tu sais, c'est quoi ? C'est je bouge pas mal. Même chez des gens qui sont pas des mordus de non-labo, on commence à voir des mélanges dans les couverts qui commencent à être un petit peu plus élaborés. Ça, c'est les fabricants aussi. Alors, qui proposent des choses différentes. Qui commencent à procéder. Oui, mais ça coûte plus cher. Si tu n'avais pas d'adhésion, l'agriculteur n'est pas obligé de l'acheter. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui commencent à acheter des choses qui coûtent plus cher. Ça veut dire que derrière, en effet, je me suis rendu compte. Donc ça, c'est une chose. Les pratiques aussi, sur la partie non-labour. Donc, quand moi, je refais un petit saut en arrière. En 98, quand je m'installe et que je me dis, j'arrête le labour, dans un secteur, on va se dire les choses, sur des limons, des terres riches, etc. L'environnement, c'est... Bon, ce garçon, il est gentil, il a passé 2 ans au Gabon, il a eu un coup de chaud, il fait ça, mais ça lui passera avant que ça nous reprenne. Il s'avère que ça ne m'a pas passé du tout, parce que ça fait 98, on va approcher bientôt les 30 ans, et non seulement ça n'a pas passé, c'est qu'autour, en fait, les gens voient qu'il n'y a pas de catastrophe. C'est pas simple, hein. Je redis, j'ai eu cet exemple avec la betterave, avec le compost, mais le désherbage n'est pas simple. La mécanisation, quand tu es dans le nord de la France, il y a ce film qui schématise l'arrivée dans le Nord avec des trompes d'eau. C'est de moins en moins vrai, mais en tout cas, on est quand même plus tributaire de la pluie. Donc, c'est pas simple. Je dis pas que c'est simple. Mais par contre, le retour que tu en as, le fonctionnement du sol, le fait de... Tu vois, il y a des choses en ce moment qui se passent, c'est l'arrachage de betteraves. Moi, j'ai arraché pendant longtemps pour la Cuma, etc. J'ai plus le temps, donc on a chauffeur, mais il me dit... Quand je quitte chez toi ou chez mon collègue, parce que j'ai un collègue avec qui je travaille beaucoup, qui est dans les mêmes pratiques, quand je quitte chez vous avec la machine et que je vais chez un autre agriculteur, les réglages n'ont strictement plus rien à voir. Et en fait, un sol avec de la matière organique, tu l'as dit, il est structurant. C'est comme une colonne vertébrale. Les machines sont lourdes, certes. Si tu passes une fois, même avec une machine lourde, on s'amuse à faire des profils derrière, tu sais rien. Il n'y a pas de catastrophe. Mais si tu as de la matière organique qui te fait une sorte de colonne vertébrale et qui te tient, forcément, tu es mieux que quand on a un sol où il n'y a plus de matière organique ou quand la machine elle est passée, on a fait des ornières, on a tassé, on a compacté le sol et derrière le blé, quand il pousse au printemps suivant, tu vois des traces de passage de roue avec un stress. Le blé, il arrive dans des zones compactées qui peut-être s'asphyxie aussi. Donc, les gens regardent ce qui se passe. Mais l'agriculture, c'est du temps long. J'aime bien parler de ce chiffre-là parce que il faut que les gens qui nous écoutent puissent le comprendre. Mais dans une carrière, un agriculteur, il a une quarantaine d'années. C'est une quarantaine d'années d'essai. Dans l'industrie,
Demain, dans une industrie de la colle, tu veux faire un changement de process. Tu dis cette semaine, on change de process, on va changer tel dosage, on va même carrément peut-être modifier carrément un truc. Bon, cette semaine, on teste ça, ou ce mois-ci, on change. En agriculture, on a 40 ans. 40 essais. 40 essais. Non, on a 40 essais. C'est pire que ça. Parce que si on commence à en raisonner en rotation, ce que je disais tout à l'heure, la rotation, c'est quoi? C'est donc la betterave, le blé derrière on met un lin. Si on raisonne en rotation, si je fais une rotation de 6 cultures, j'ai 7 essais dans ma carrière. Ah oui. Il faut que tout le monde ait ça en tête pour comprendre qu'un agriculteur qui va changer quelque chose se dit imaginons que là je mets un gros couvert et tu sais qu'il me fait mon effet dépressif en azote ou que j'arrive pas à semer bien ma culture, etc. Je vais impacter non seulement la culture suivante, mais peut-être la culture qui viendra derrière et l'autre encore derrière. Donc on peut comprendre ces risques. Parce qu'avant on était dans un système où c'était quoi? On a un sol, on a les engrais minéraux, on a la chimie avec les phytos, on a la mécanisation, des fois on a l'irrigation, mais en fait on est les rois du pétrole, quoi. On fait ce qu'on veut. Et là aujourd'hui le sol se rappelle à nous, et avec les dérèglements climatiques, ça prend une ampleur encore plus forte. Il y a 2 ans, cette année c'était plutôt de la sécheresse, tout le monde l'a entendu, hein, même nous dans le Nord on a souffert. L'année d'avant c'était excès d'eau. Et plus personne n'est capable de prévoir quoi que ce soit. Donc quand tu as un sol qui fonctionne bien, qui draine l'eau en excès, et quand il fait sec, qui stocke de l'eau en réserve comme une éponge, t'es forcément mieux. Et donc, je pense que les gens commencent à voir des fonctionnements chez les voisins, commencent à voir ce qui se passe, et se disent, tiens, en fin de compte, c'est pas la cata, c'est pas un gros risque. Non, mais c'est certain. Et c'est même encore plus important de le citer, que c'est pas un gros risque, puisque moi, je le vois dans la progression de la manière dont on a conseillé les agriculteurs depuis 15 ans. Ouais. Bon, après, il y a 15 ans, j'étais seul, mais là, on est 70. Aujourd'hui, on a des schémas où le niveau de risque dans la transition est très différent. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, on avait un peu des discours du style, voilà, il faut arrêter de labourer, il faut planter en direct. À l'époque, c'était les sématos, les machines, etc. Avec des catastrophes qui sont arrivées. C'est-à-dire qu'en fait, le phénomène de fin d'azote que tu as cité... Le sol n'était pas préparé. Voilà, le sol n'était pas préparé. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Aujourd'hui, on fait un diagnostic initial. On va regarder les itinéraires techniques au champ de transition. C'est-à-dire qu'on va plus dire on passe de l'état initial à l'état parfait. On va avoir des étapes intermédiaires. Je reprends l'exemple de la musculation, mais je passe pas de je ne sais pas porter 10 kilos en me foutant dans une salle de sport où je vais porter 40 d'un coup, je vais me luxer quelque chose. Donc en fait, j'ai une progression et cette progression est tout à fait connectée à la santé du milieu. C'est-à-dire que plus le sol se renforce, se muscle, plus je vais pouvoir moins travailler les sols et économiser les engrais. Mettre un cran de plus. Etc. Et donc, aujourd'hui, on a un phasage beaucoup plus réaliste. On a des méthodologies d'accompagnement. On a les machines. Enfin, aujourd'hui, les semoirs, etc. sont devenus d'une perfection, d'une qualité de semis parce qu'avant, il fallait que le lit de semence soit de la semoule, comme si on avait du couscous. Donc, il fallait travailler, retravailler. Aujourd'hui, on a des semoirs extraordinaires qui arrivent à planter dans un lit de semence relativement hétérogène, voire même avec des résidus de culture partout. Donc, à la fois, il y a eu le levier mécanisation qui a été levé, le levier méthodologie de transition qui a été levé, le levier diagnostic de sol, parce qu'en fait, mine de rien, les diagnostics, c'est quelque chose. Et même aujourd'hui, je vois des diagnostics qui sont faits à l'envers, mais bon, on a la capacité aujourd'hui de faire des bons diagnostics avec des très bonnes analyses de sol qui nous permettent de comprendre la qualité de matière organique, etc. Donc, on n'a plus forcément de frein à aller vers. Aujourd'hui, il faut massifier. Donc, tu as parlé d'une dynamique filière que vous avez mis en place. Je rémunère un peu mieux les agriculteurs qui rentrent dans ma filière. C'est porté par des industries. Je sais que parmi les industries qui vont vous amener à faire ça, il y a vos grands clients de type les industries du luxe et de la parfumerie, les Chanel, les LVMH. On va avoir des Danone ou des Nestlé qui vont faire du yaourt sucré, tout simplement. Donc, il faut du sucre. Mais voilà. Et donc, on a un ensemble d'acteurs comme ça. Donc le marché est en train de se structurer pour aller vers, c'est lié à de la réglementation. Comment tu vois, toi, l'avenir en tant qu'agriculteur, on va dire à 2 niveaux. Premier niveau, imaginons que tu as encore 30 ans de carrière devant toi, mais à l'instant T là, en 2025, comment tu vois la conjoncture tant économique
que finalement environnementale avec des réglementations qui montent, hein, parce que l'Europe, bon, malheureusement, on fait plus trop d'innovation. Par contre, l'innovation réglementaire est très élevée. Mais on a aussi une volonté que je trouve saine d'être les plus propres possibles vis-à-vis de la planète. Comment tu vois donc l'avenir ? Et puis après, peut-être que tu pourras basculer pour un jeune qui s'installe aujourd'hui avec la problématique de la transmission. Qu'est-ce que ça veut dire de devenir agriculteur aujourd'hui en 2025 avec tous ces nouveaux éléments, changement climatique, dérégulation par exemple du marché de la betterave et environnement qui devient quelque chose d'important à la fois d'un point de vue réglementaire, mais aussi d'un point de vue presque, je dirais, éthique et moral. Ça, c'est un point qui est important parce que tout à l'heure, on a dit donc ce marché régulé de la betterave avec les quotas à l'époque qui passe en cours mondial, etc. Aujourd'hui, on est dans la compétition mondiale. Et il y a plusieurs exemples, mais il y a aussi des cas de figure là qui viennent de nous arriver, enfin subis et qu'on n'a pas vu arriver. Enfin, guerre en Ukraine. Avant la guerre en Ukraine, l'Europe importait 20 000 tonnes de sucre d'Ukraine. Tous les ans, c'était 20 000 tonnes de sucre. Autant dire que par rapport à ce qui est produit, c'était vraiment epsilon. L'Ukraine vendait son sucre en Russie, vendait partout, etc. Pas de problème. Guerre en Ukraine. Il faut aider l'Ukraine, et ça, les agriculteurs le comprennent bien. Mais là, enfin pas du jour au lendemain, mais presque, 800 000 tonnes de sucre qui rentrent. Wow. 800 000 tonnes. Donc là, et alors 800 000 tonnes de sucre issus de betteraves. Ou viennent renforcer le marché, alors là, oui, c'est un effet. Et qui ne sont pas produits de la même façon, tu l'as cité, que les normes qui peuvent paraître un petit peu, enfin, qui nous paraissent parfois même exagérées, qui sont embêtantes, mais ça tire vers le haut. Et là, on se retrouve avec une distorsion de concurrence phénoménale. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je pense que c'est bien le problème principal de l'Europe, qui est de dire on fait marché commun, mais on n'a pas les mêmes conditions. C'est ça. Et cette distorsion de concurrence, ce dumping en fait intra-européen est terrible, notamment pour les pays d'Europe de l'Ouest. C'est ça. Un autre exemple, même si on ne s'épanche pas longtemps, mais le feuilleton a couru pendant tout l'été avec l'acétamipride. Acétamipride qui est une matière active issue des néonicotinoïdes qui ont été interdits en 2018 et c'est problématique. Alors, tous nos voisins ont accès à l'acétamipride. C'est pas bon, hein. Enfin, moi, mon point de vue, il est là. Et il n'y a pas d'agriculteur qui va dire aujourd'hui c'est un grand plaisir d'aller. Le problème, c'est qu'on a un souci avec la jaunisse virale qui est transmise par un puceron. Aujourd'hui, on n'a pas d'outil qui soit aussi efficace que ce qu'on avait avant pour combattre le puceron. L'acétamipride c'en est un. Tous nos voisins ont l'acétamipride, nous ne l'avons pas. Attends. Juste parce que les gens ne vont pas comprendre. C'est pas tes voisins agriculteurs. Non, pas les pays voisins. Tous nos pays voisins. Voilà. Oui, exact. Tous les pays voisins ont accès à l'acétamipride. Sauf la France, qui a pas décidé la France, de le bannir il y a quelques années. Bon. Et alors, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal ? De tirer par le haut, c'est quand même pas... on peut le comprendre. Maintenant, si on laisse une filière sans solution avec une décision comme celle-là, c'est catastrophique, quoi. Donc, même si il faut qu'on atténue un petit peu tout ce qui a été imputé sur la partie jaunisse, mais ça c'est une distorsion de concurrence qui est pas... enfin, voilà. C'est les deux gros sujets aujourd'hui sur la betterave qui sont très, très représentatifs de... Voilà, les producteurs, donc, ils font face aux enjeux dont on a parlé tout à l'heure, l'agronomie, l'économie, le marché, etc. Et en plus de ça, tu viens rajouter des contraintes qui sont indépendantes de leur volonté et qui peuvent avoir des répercussions qui sont néfastes. Hein. D'ailleurs, on dérive par rapport à la question, là, mais l'acétamipride, donc, qui était mis en débat vis-à-vis du package qu'on a appelé la loi du plomb, qui était de remettre... L'idée de la loi du plomb, c'était je remets de la compétitivité sur l'agriculture française en revenant sur certaines décisions liées à l'environnement, comme je réautorise l'acétamipride qui a été interdit qu'en France et pas ailleurs. Donc c'était une auto-distorsion de concurrence, voilà. Et puis d'autres packages divers et variés. Bon, ce qui a masqué tous les débats de fond, c'est on ne veut pas réautoriser un pesticide comme si c'était l'alpha et l'oméga d'une décision. Et moi, on m'a demandé à cette époque-là, et qu'est-ce que tu penses de la loi du plomb ? Qu'est-ce que tu penses de la loi du... Mais moi, j'avais dit, mais je m'en fous de la loi du plomb. Alors, c'est dur de dire ça, mais en fait, je dis... Et notamment, tout le monde se cristallisait sur l'acétamipride, sans savoir ce que c'était. Hein. Tu avais des débats télévisés, les gens pensaient que c'était un fongicide, enfin, c'était complètement ubuesque. Mais l'avenir de nos systèmes alimentaires ne repose pas sur l'arrêt ou la reprise ou le bannissement de l'acétamipride. Et moi, je disais, pourquoi je me fous de la loi du plomb ? C'est parce qu'en fait, le débat n'est pas là.
accepter un niveau de débat comme ça, c'est ne pas comprendre l'importance des sujets sous-jacents. Et le pire, c'est que le débat était à la fois, je trouve, très en surface pour les écolos en disant « je ne veux pas d'un pesticide » alors qu'ils n'y connaissaient rien, même si c'est pas un pesticide qui est exempt pour la faune locale et tout ça, et que moi, à la limite, moins il y en a des pesticides, mieux je me porte. On est d'accord. Mais le débat à l'opposé du spectre, les agriculteurs s'arc-boutaient comme si la reprise de ce pesticide était une fin en soi, alors même que ça faisait plusieurs années que l'acétamipride était interdit et que, quoi qu'on en dise, les rendements n'étaient pas si mauvais. Et l'année même où, soi-disant, on allait peut-être remettre en place l'acétamipride, les rendements ont été plutôt bons. C'est maintenant, là. Voilà. C'est maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire quand même. Donc, il y a cette distorsion de concurrence qui est embêtante. Comment on fait ? Ça a donné quoi ? Ça a donné un PNRI, donc sans rentrer dans la technique, un programme national de recherche et d'innovation pour trouver des solutions de remplacement. Oui. Il y a des solutions, mais qui sont pas aussi efficaces que les néoniques qu'on avait avant. Et donc ça, c'est un premier traumatisme. Donc les gens disent ah non, c'est pas aussi efficace, donc ça ne marchera pas. Mais après, moi je suis quelqu'un de factuel, donc je regarde les chiffres et je regarde ce qui se passe exactement. Cette récolte 2025, alors on a eu des très bonnes conditions, on a pu semer les betteraves très tôt. Betteraves qui sont semées tôt, avec des bonnes conditions, elles se développent très vite et forcément, ça donne lieu quand même à des bons rendements. Mais ça donne pas des bons rendements partout. Alors on peut se dire, il y a eu la jaunisse, il y a eu attaque de pucerons. Ben oui, mais il n'y a pas eu attaque de pucerons partout non plus. Alors, c'est peut-être lié à une géographie. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs où il n'y en a pas eu du tout, et des secteurs où tout le monde est touché. C'est pas aussi carré que ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans certains secteurs qui sont plus touchés, on voit des gens avec des rendements qui s'en sortent, avec des rendements qui sont très, très honorables. Donc concrètement, cette année, certains secteurs vont voir une récolte qui va s'approcher de la récolte exceptionnelle, sans acétamipride. Donc, il faut quand même qu'on l'entende. Et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu d'attaque et qu'il n'y a pas eu de vol de pucerons. Par contre, nous, chez Tereos, mais aussi les autres groupes et les instituts, depuis qu'il n'y a plus les néonicotinoïdes, on s'est organisé. C'est-à-dire qu'en fait, au printemps, quand on a semé les betteraves, on envoie nos équipes à genoux chercher le premier puceron qui arrive, et avec les outils qu'on a, qui sont moins efficaces, etc., d'essayer de les contrecarrer et de s'en sortir. Donc on a ça. Mais ce qui est le plus intéressant, et je reviens à notre débat et ta spécialité, c'est de regarder les cartes des problématiques jaunisse ici cette année, avec des problématiques sécheresse, avec des situations de sol. On est en train de faire le travail, nous, chez Tereos, mais c'est des choses qui sont nouvelles. Et donc, ça demande quoi ? Ça demande des moyens, ça demande des moyens humains, ça demande du temps, de la data. Il va falloir des gens qui nous... Mais on commence à voir, quand on se penche avec les agros, là, des secteurs où tu as des sols en bonne santé, tu as une plante, quand tu l'as semée, qui part comme une F1. Elle pousse, elle est vigoureuse, elle a tout ce qu'il faut au pied pour pousser, elle est en bonne santé, elle est costaud. Donc, elle résiste quand même il y aurait du puceron. Elle résiste. Tout d'un coup, tu prends le pendant. Et le pendant, il n'est pas à l'autre bout de la France. Le pendant, j'insiste là-dessus, les agros commencent à nous le montrer, dans le même secteur. 2 champs voisins d'agriculteurs différents. Un champ est, pour ainsi dire, pas touché, et nous fait un rendement plus qu'honorable, et le champ voisin nous fait un rendement moins 20, moins 30%, moins 40%. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Il faut qu'on aille chercher d'autres choses. Donc, je ne suis pas en train de faire de la mathématique et de dire oui, je sais, moi, que c'est à cause du taux de matière organique. Je dis simplement qu'il y a des corrélations et il faut qu'on travaille ça. Ça, c'est nouveau. Parce que avant, dans la technique betteravière, c'était quoi ? On a un sol. Et la betterave, ça se fait pas, on est bien d'accord. Hein, tout le monde, je sais pas si tout le monde le sait, mais on fait pas de betterave sucrière dans le Larzac, sur des cailloux, c'est pas possible. Donc, la betterave, elle est dans des zones de production où on sait faire de la culture légumière, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on a des sols qui craquent parce qu'il y a eu quand même une intensification de la culture de la betterave et que le sol... dans quel état est-il, quoi ? Je pose la question. Donc, il faut qu'on travaille ces sujets-là, parce que, oui, avant, c'était pas la question de la technicité, et on a des agriculteurs qui sont très techniques et qui étaient très performants, mais avec les armes qu'on leur avait données. Et, il était une époque où, le taux de matière organique, la vie biologique, le rapport carbone sur azote, il y a des choses qui n'étaient pas demandées, qui n'étaient pas travaillées. Aujourd'hui, il faut qu'on aille là. Ouais, mais c'est même presque des fois, j'ai l'impression, supérieur à ça. Et merci pour ton témoignage, parce qu'il est assez éloquent sur le lien entre qualité d'un milieu, qualité de la culture, sensibilité aux maladies.
Ce qui est intéressant, c'est que il y a des recherches qui ont pu être faites. Alors, c'est pas encore complètement assis, mais moi, je m'intéresse un peu à tout. T'as Callahan aux États-Unis qui a montré que souvent les insectes pouvaient aller vers des plantes en faiblesse d'un point de vue immunitaire. Et donc, si on se dit que la plante, elle a son système immunitaire qui se crée dans le sol, puisque le sol est littéralement l'intestin de la plante, hein, on n'y pense pas souvent, mais la plante n'a pas d'intestin interne. Donc, la plante, elle émet du carbone liquide dans ses racines pour nourrir une flore bactérienne et fongique, comme nous, on a de la flore dans l'appareil digestif qu'on transporte avec nous. Et ensuite, le sol lui renvoie quelque chose. Mais le sol, c'est pas que le sol, c'est la flore microbienne du sol en interaction avec la racine, le type de sol, la richesse en matière organique, la richesse en ressources, et la richesse on va dire de la flore microbienne du sol est en relation avec la richesse et le type de matière organique et donc de carbone. Donc on revient sur le début de notre échange, l'importance de la matière organique des sols pour pouvoir contribuer à la santé de la plante. Et donc on a un lien entre nutrition et santé qui peut être mis en lien avec j'ai une plante qui va stresser plus, une plante qui va avoir ce qu'on appelle des stress oxydatifs, etc., dus à des conditions de milieu, et peut-être plus attirer les ravageurs. Donc ça, c'est les travaux de Callahan, bon, qui sont pas reconnus par tous, mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est j'ai une plante faible qui se fait plus attaquer qu'une plante forte, et quand bien même ça ne serait pas vrai, la plante forte va beaucoup mieux résister que la plante faible. Et donc ça, c'est d'autres choses qui ont été faites aux États-Unis, notamment par Kempf, que j'aime bien. Il a montré qu'à partir du moment où la plante était en très bon confort nutritif, les sucres ne fabriquent plus, enfin, les produits de la photosynthèse ne font plus que des sucres, mais font aussi des structures lipidiques, comme nous, hein. Quand on mange beaucoup, on fait du lipide, on grossit, on fait du gras. Et donc, ce gras, il est où dans la plante? Il est sur la cuticule des feuilles, et donc, on a une protection mécanique contre les piqueurs suceurs. Et donc, ce qui est vachement intéressant, c'est ça. Si en plus c'est combiné à une sobriété en azote, parce que dès qu'on a trop d'azote dans la feuille, on a une forme de stress, on a trop de statut azoté de la feuille qui peut aussi attirer les piqueurs suceurs, que sont les pucerons. Mais en fait, on s'aperçoit que si on surfertilise et on détruit le carbone de ces sols, on augmente la sensibilité de la culture. Si on améliore la qualité des sols et qu'on vient booster la photosynthèse, donc qui va fabriquer ce lipide qui va renforcer les feuilles, et que je combine ça à une forme de sobriété, c'est-à-dire la juste dose d'azote, d'engrais au bon moment, j'ai une plante qui va beaucoup plus lutter contre certains ravageurs. Et ça, ce concept, c'est finalement des choses assez simples à comprendre. À opérer, c'est un peu moins simple parce qu'on a du long terme qui se met en place. Comment tu vois... Tu vois, là, on est en train de parler avec une forme de maturité, à la fois au niveau théorique et à la fois au niveau pratique. Comment tu vois la mise en place, on finira là-dessus, comment tu vois la mise en place de tout ça à grande échelle? C'est-à-dire, parce que ça, il faut que ça devienne l'agriculture de tous. Est-ce que tu penses que ça peut devenir l'agriculture qu'on dit mainstream, c'est-à-dire que le nouveau conventionnel, c'est ça? Ou est-ce que tu penses qu'il y aura des résistances et que ça restera un marché de niche? Parce que quand tu dis on a créé une filière avec des primes filières, ça veut dire que tu as fait une segmentation marché à l'échelle de Tereos et que Tereos dit j'ai une partie de ma betterave qui va partir comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, on est à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on est dans les prémices. Je vais donner quelques chiffres qui sont intéressants. Chez Tereos, pour la campagne 2024, on a rémunéré 450 planteurs cette année, en septembre, là, avec des primes qui, au total, se chiffrent plus de 800 000 euros. Donc, de primes filières. C'est des gens chez qui on a fait des diagnostics carbone, qui ont mis en place des programmes 5 ans en allant dans ce sens-là. Un des leviers, l'accompagnement financier et l'accompagnement technique. Tu as parlé tout à l'heure, on te fait intervenir en formation avec d'autres. On essaye de déployer ça parce qu'il faut qu'on aille expliquer ce qui se passe. Alors vous venez avec la science, avec le savoir, avec l'expérience. Donc ça, c'est une chose. Ce qu'il faut après, derrière, nous, ce qu'on fasse, c'est que... Alors on est en train de le monter, mais encore une fois, c'était pas fait. Donc des espèces de groupes d'agriculteurs dans lesquels on va pouvoir mixer des gens qui font et qui peuvent nous dire, voilà, j'ai vu ça, avec les agros de Tereos ou d'autres, on a conclu que machin, et ça va plutôt dans ce sens-là, et que d'autres puissent dédramatiser, puissent se dire, ah ok, d'accord, bon, ça sous-entend quoi? Oui, il faut changer les pratiques. Je prends un exemple tout simple, au niveau de l'azote, on peut mettre de l'azote aujourd'hui de façon liquide, qui est d'une praticité folle avec un pulvérisateur d'une super précision, ça correspond à nos demandes, c'est bien, sauf que le problème de l'azote liquide,
évaporation, d'un point de vue carbone, c'est pas le top. C'est même vraiment pas bien. Donc, changer de pratique, ça veut dire avoir un nouveau distributeur. Donc, c'est des frais. Mais si tu t'y retrouves à la fin, si ton collègue, si ton voisin te dit, bah oui, j'ai dû y passer, mais quelque part, j'y ai gagné ça, ça m'a fait un tel plus. Donc, ça veut dire ces groupes-là. Donc, l'accompagnement, les groupes. Mais je pense que dans l'accompagnement et dans le discours qu'on va avoir, il va falloir être un peu plus, je ne sais pas si je dois dire incisif, mais un peu plus mordant. C'est-à-dire que tout ce qu'on se dit, toi, tu l'as dit, on est entre gens qui, pour certains, ont la connaissance et d'autres qui ont expérimenté. Mais il va falloir qu'on soit un peu plus mordant, c'est-à-dire un peu moins conciliant sur les diagnostics. Ce qui est un peu, je pense, qui est un petit peu confortable, c'est de se dire, ah oui, moi, tu sais, c'est compliqué parce que moi, je suis à tel endroit, mon sol, il est pas facile, machin. Certes, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va pas exiger de ce sol un peu plus compliqué, un peu plus caillouteux, on va pas lui demander la même productivité qu'un sol de limon profond. Voilà. Mais ceci dit, est-ce qu'on va jusqu'à mettre en péril l'exploitation et certaines cultures de l'exploitation? Parce qu'on en arrive où? La finalité de ça, c'est pour certains de se dire, ben, sur mon exploitation, il y a certaines cultures que je vais devoir bannir, quoi. J'ai plus de rentabilité avec ça. Qu'est-ce que je fais? Donc, alors, pour l'instant, j'ai pas répondu à ta question. Comment on fait pour massifier? Nous, c'est l'enjeu. Pourquoi? Parce qu'on doit répondre à une décarbonation avec on est engagé SBTI, ça parle, Science Based Target Initiative. Ça veut dire que on a un objectif à respecter de baisse d'émissions de carbone dans notre industrie, mais aussi dans l'amont agricole, sur la partie des fermes. Donc ça veut dire qu'on a cet objectif à remplir, il va falloir qu'on emmène tout le monde. On ne va pas pouvoir se contenter simplement de 450 producteurs qui ont fait bien, à qui on verse ça. Parce que nos clients, à terme, pour l'instant, on est aussi dans les balbutiements. Donc tout ça, ça s'accorde bien. Des acheteurs, pas nombreux, qui demandent des choses un peu plus compliquées. Nous, des fournisseurs qui sont là, ça passe bien. Si on veut massifier avec des acheteurs qui vont nous dire, vous savez, la norme de demain, ce sera un sucre décarboné, ce sera un alcool décarboné, ce sera un étal. Eh ben, il va falloir qu'on massifie. Donc, l'économique, le suivi agro, et puis aussi peut-être la communication. Ça, c'est un sujet dont je voudrais parler parce que tu vois, bon, moi, tu me donnes l'occasion de m'exprimer et même si l'exercice n'est pas toujours facile, mais il y a des gens, il y en a plein qui ont fait des choses et qui ont montré qu'il y a des systèmes qui marchent bien. On les entend pas trop. Moi, et je vais parler clairement pour moi, pendant longtemps dans ma carrière, il y avait ceux qui continuaient à labourer, qui faisaient un système, et il y avait moi qui, à l'époque, ai pris des risques, mais enfin, ai testé des choses, me suis compliqué la vie parce qu'il fallait que j'arrive à semer des petites graines très méticuleuses dans des résidus et des choses comme ça. Et je me disais, il y a deux choses. Aujourd'hui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, comment on fait pour montrer qu'il y a un système qui est plus vertueux que l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut être un peu plus incisif, et ce qu'il faut faire, c'est communiquer ça. Et donc, pour conclure, j'ai envie de dire, il faut qu'on ait des gens qui nous aident à faire passer les messages. Moi, ce que je fais sur l'exploitation, je dis moi ce que je fais, j'ai une chance, encore une fois, énorme. J'ai une chance d'avoir un papa qui m'a laissé les clés du camion. Moi, j'ai la chance d'avoir des jeunes derrière, c'est ma fille et son conjoint, là, qui, alors elle a fait des études d'agro, mais ils ont une capacité de communication qui est vraiment... ils arrivent à faire passer des messages. Et on est en train de se regrouper, là, pour faire une sorte de start-up qu'on a appelée Harris Lab. Et l'idée, c'est quoi? C'est de se dire... elle a commencé comme ça il y a 1 an, moi, sur LinkedIn. Emma me dit, mais papa, tout ce que tu fais, il faut que tu le communiques. Donc j'ai commencé à faire de la communication. On voit que, aussi bien dans les milieux novices et qui découvrent, il y a des questions, il y a des échanges, aussi bien que dans le monde agricole qui disent, ah mais tiens, ça m'intéresse, comment on fait pour... Donc on a démarré ça sur LinkedIn. On va y aller sur une start-up là, qui se veut communication. L'idée, c'est de dire, il faut toucher le maximum et dédramatiser ce changement. Ça va bien se passer. Moi, je suis enthousiaste. J'ai l'âge que j'ai, mais je suis enthousiaste parce que j'ai des jeunes qui sont là. Donc, il y aura une installation. Certes, elle ne va pas être une installation traditionnelle comme on la connaît. Et donc, il faut qu'on ait des exploitants en place aujourd'hui qui se disent comment je fais pour prévoir l'avenir? Comment je fais si je veux que mon exploitation reste dans le patrimoine familial, si je veux favoriser? C'est pas en restant sur les modèles qu'on a fait pendant 30 ans qui, aujourd'hui, craquent, que ça va se passer. Il faut qu'on soit ouvert et qu'on soit ouvert à de la diversification. Il y a d'autres modes de fonctionnement. L'important, c'est que les jeunes, ils s'éclatent dans leur vie et dans leurs compétences. Donc moi, en ce moment, c'est quoi? C'est
ouverture maximale de l'exploitation et se dire, voilà, j'ai rien à cacher. Ce que je t'ai dit aujourd'hui, l'échange qu'on a eu, on peut venir, c'était un peu rapide parce qu'il y a plein d'étapes, mais on peut venir le voir, on peut en discuter autant qu'on veut et puis dédramatiser, se dire, voilà, on est toujours là pour l'instant, on n'est pas les seuls, on a tout un réseau comme ça. Comment on fait pour essayer de démultiplier, voilà, je cherche toujours ces mots, la vulgariser et s'aimer pour qu'en fin de compte, on passe à l'échelle, quoi. Super, merci beaucoup. C'était un beau message de la fin. On a l'expérience, on a des succès au champ. Maintenant, il faut les communiquer, les développer, les passer à l'échelle. Merci beaucoup pour ton témoignage. Il était précieux. Moi, j'adore faire intervenir les vrais acteurs du monde agricole qui sont finalement les agriculteurs. Je pense qu'on les entend pas assez, et pas assez sur des formats longs, et pas assez pour comprendre leur vécu. Donc, en fait, on a une mauvaise connexion entre le citoyen qui est de plus en plus citadin et l'agriculteur qui est de plus en plus seul. C'est-à-dire que la distance entre deux exploitations ne fait qu'augmenter dans les campagnes. Donc, merci pour ça. Merci pour ton témoignage qui a été précieux. Pour les auditeurs, abonnez-vous. C'est le seul moyen de rétribuer le créateur de cette chaîne et le financeur. Bon, pour l'instant, c'est que moi. Donc, je fais ça pour vous. Je fais ça pour vous donner accès, voilà, à des gens qui sont des acteurs, qui font des choses. L'écologie est une science et une technique. L'écologie, ça n'est pas de la politique. Et l'écologie, ça se met en place avec quelque chose qu'on appelle la réalité. Donc ça veut dire que rien n'est parfait et qu'on doit progresser ensemble. On a eu un beau témoignage aujourd'hui, merci beaucoup, qui nous a prouvé quoi? Que la mise en place d'une agriculture durable et rentable, c'est une aventure humaine avant tout. Évidemment, il faut de la technique. Évidemment, il faut de la compétence. Aujourd'hui, on l'a. Et donc, passons à l'échelle et avançons ensemble. Merci à tous et à la prochaine.